BFM Business, BFM Crypto, le club. Parce qu'il se passe effectivement beaucoup de choses aussi dans l'univers crypto. Alors ce matin, on rappelle, le CAC 40 a battu un nouveau record. Le Bitcoin lui repasse quand même sous les 30 000 $ aujourd'hui, un peu plus de 29 000 $. Pour en parler, Yorick de Montbine vient de nous rejoindre. Bonjour Yorick. Haut fonctionnaire, Yorick de Montbine est l'auteur de plusieurs études. Bitcoin, totem et tabou, comprendre le Lightning Network. Voilà ces études. Et vous nous direz tout à l'heure où en sont les projets de monnaie numérique de banque centrale. Où en est-on de l'euro numérique par exemple? On fera un point très complet dans 8-9 minutes. Pauline Armandet aussi nous accompagne. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. 18h tout à l'heure. La newsletter. La newsletter BFM Crypto, effectivement, elle sera disponible. Chacun peut s'y abonner gratuitement. Et elle contribue, cette newsletter BFM Crypto, chaque lundi à 18h, à vous apporter un coup d'avance sans doute sur le monde de demain. Valentin Nico aussi avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Qu'est-ce qui se passe là sur les cryptos? Parce que les marchés actions tiennent, mais le Bitcoin repasse sous les 30 000 aujourd'hui, Valentin. Ouais, en effet, peut-être petite prise de bénéfices suite à ce week-end qui était positif. En tout cas, on a un marché des cryptos qui continue sa remontée et ses figures de retournement de façon forte. On arrive bien sûr sur des zones de résistance importantes de 30% sur le. Il paraît logique que sur les zones de résistance, en tout cas qu'on les casse pas directement et qu'il y ait une phase d'hésitation, surtout quand on va aussi vite. En tout cas, dans le service, pas de remise en question sur la tendance de fond, à savoir sous 28 500, il n'y aura pas de remise en question. On se laissera un peu porter, comme sur le marché action d'ailleurs. L'Ether réduit un peu l'écart, à noter, avec le Bitcoin sur la semaine passée. On est autour, on navigue autour des 2000 $. Et pareil, pas de remise en question tant qu'on est au-dessus des 1900. Et on risque de travailler cette zone pendant un petit instant. Et on a le sentiment, Valentin, que la mise à jour Shanghai, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, oui, c'est bon, Shanghai, cette mise à jour a permis à l'Ether, effectivement, et vous l'avez dit rapidement, de limiter un tout petit peu son retard face à Bitcoin. Depuis cette mise à jour, l'Ether fait un peu mieux que le Bitcoin. En effet, ça a été une date importante. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est qu'on s'attendait plutôt les agents à avoir un aspect dilutif et à la baisse de ce fait. Et au contraire, étant donné que les investisseurs, j'épargne les détails, mais avaient bloqué leur Ether à des prix supérieurs, il n'y a pas eu donc cette pression à la baisse. Et donc c'est bien en tout cas pour les deux majors que ça soit pas uniquement sur le Bitcoin que les acheteurs se présentent. Et autre détail, j'ai envie de dire comme sur un marché action un peu en fin de hausse, j'ai l'impression qu'il y a un réveil des altcoins qu'on avait un peu laissé de côté. Donc, vu qu'on est sur des zones de résistance sur les majeurs, pourquoi pas travailler un petit peu plus sur ces altcoins qui semblent se réveiller, même si ça pourrait éventuellement présager d'une fin de hausse, ou du moins sur le court terme sur le marché crypto. Mais plutôt positif pour l'essentiel. Merci Valentin. Valentin Nico nous accompagne pour Bourse Direct. On rappelle d'être toujours très prudent face au marché crypto qui reste extrêmement volatile, d'investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, on le répète à chaque fois. Alors évidemment, on se moque de nous quand le marché monte, oui, mais quand ça repart à la baisse, on se dit heureusement qu'il l'avait dit. Donc on le dit toujours et évidemment les conseils de prudence sont pas là pour rien. La newsletter BFM Crypto, justement, pour vous permettre chaque début de semaine d'avancer les mieux informés, les mieux avertis possibles dans cet écosystème s'il vous intéresse. Pauline, dans cette newsletter aujourd'hui, cette semaine, vous proposez une interview exclusive. Il s'agit en fait de l'avenir des influenceurs dans l'écosystème. Quelles seront les marges de liberté d'expression des influenceurs? Il se trouve que le projet de loi, le texte qui a été adopté récemment, ce texte qui fait tant peur à un certain nombre d'influenceurs parce que très restrictif, ce texte finalement pourrait être assoupli. Oui. Tout à fait. On a effectivement interviewé Stéphane Vogetta, qui est donc l'un des députés à l'origine de ce texte. Alors juste pour rappel, le texte en fait qui a été adopté par l'Assemblée nationale, il permettrait en gros aux influenceurs crypto de promouvoir des services qui sont fournis par des prestataires de services sur actifs numériques, donc des PSAN qui sont dits agréés par l'AMF. Or, en fait, à l'heure actuelle, on n'a aucun PSAN agréé par l'AMF en France. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est considéré comme strict par l'industrie crypto.
Et en fait, eh bien, ce que nous explique donc le député Stéphane Vogetta, c'est qu'il pourrait revenir sur certains critères de ce texte et notamment permettre aux influenceurs crypto eh bien, de promouvoir des services, des PSAN qui sont dits donc enregistrés par l'AMF. Donc pas agréé, enregistré. Et en l'occurrence, il en existe pour le coup. Donc ça assouplirait le texte, effectivement. C'est ça, il y en a un peu plus de 60 en France. Ça permettrait d'assouplir le texte. Mais c'est toujours, à l'heure actuelle, en cours de discussion. En fait, le député a discuté avec l'ADAN, qui avait fait notamment des contre-propositions et proposé notamment cette mesure. Et donc, en l'état actuel, un de ces critères, enfin notamment ce critère-là, pourrait être revu par les députés et les sénateurs qui se prononceront sur le texte le 9 mai. Effectivement, et j'ai parlé de projet de loi, c'est pas un projet de loi, hein, ça vient pas du tout du gouvernement, ça vient des parlementaires eux-mêmes, hein, bien évidemment. Des députés. Des députés. Ce député est donc d'accord pour tendre la main à l'écosystème crypto, mais pas à n'importe quelle condition, c'est ce qu'il vous explique aussi dans cette interview exclusive. Effectivement, en fait, ça dépendra aussi de la faculté en fait de l'AMF à délivrer ces enregistrements aux sociétés PSAN, parce qu'à l'heure actuelle, il explique qu'il y a pas mal d'embouteillages, que l'AMF, bloque certains dossiers ou en tout cas n'est pas prête à délivrer autant d'enregistrements, de statuts d'enregistrement PSAN aux sociétés, et donc forcément la question qui se pose, c'est que si cet enregistrement PSAN, les sociétés qui reçoivent l'enregistrement PSAN peuvent aussi faire appel à des influenceurs crypto pour pouvoir faire de la pub sur leurs produits, peut-être que ça va inciter de plus en plus de sociétés à obtenir cet enregistrement PSAN, et donc il y aura de plus en plus d'embouteillages et que l'AMF va se retrouver avec une difficulté à pouvoir en délivrer. Donc c'est aussi des questions qui sont à l'heure actuelle discutées entre les députés et l'AMF. Yorick, c'est important malgré tout de réguler le statut et l'expression des influenceurs. Ça participera à crédibiliser davantage l'écosystème, mais en mettant le curseur et en plaçant les limites au bon endroit. Oui, c'est important de réguler, d'encadrer les influenceurs. Et on pourrait imaginer d'encadrer aussi les influenceurs anti-crypto. Je prends un exemple. Depuis quelques années, il y a des personnalités très actives sur les réseaux sociaux, très influentes, qui nous disent que Bitcoin est un Ponzi, ce qui est factuellement inexact. C'est une grosse bêtise de dire ça. Ça veut dire que ces gens-là... Comme c'est une grosse bêtise de le dire sur le système de retraite ou pas ? Je ne pense pas dans ce débat. Mais sur Bitcoin, c'est factuellement inexact. Et donc, ça veut dire que ces gens-là, depuis des années, font perdre de l'argent à ceux qui leur font confiance. Quelle est leur responsabilité ? Je pose la question. Oui. Perdre de l'argent, ça dépend pour ceux... ça dépend des moments. Ceux qui n'ont pas acheté de Bitcoin en croyant que Bitcoin était un Ponzi, parce que des gens très respectables leur disaient que Bitcoin était un Ponzi, mais ils ont perdu beaucoup. Oui. Ceux qui n'ont pas investi en 2016, 2017, 2018, mais ceux qui ont investi... En revanche, ils avaient investi avec un Bitcoin à 70 000, heureusement qu'ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils seraient vraiment perdants aujourd'hui. Tout dépend du moment où on a investi. S'ils ne le font pas, que ce soit pour de bonnes raisons, pas pour des motifs erronés, propagés par des personnalités censées être respectables. Encadrer donc aussi les influenceurs anti-crypto. Bon, la procédure... Quel sera son chemin désormais, Pauline ? Quand est-ce qu'on y verra vraiment clair sur l'avenir des influenceurs pour l'écosystème crypto ? Alors là, effectivement, Stéphane Vogetta et d'autres députés sont encore en train de discuter avec le lobby des cryptos, et y compris avec Bercy et l'AMF. Puis, prochaine date clé, ça sera le 9 mai. Le Sénat devra donc voter sur ce texte. A priori, d'après le député, le Sénat pourrait aussi entendre les contre-propositions de l'ADAN et donc aller vers cette possibilité pour les influenceurs de pouvoir parler des PSAN enregistrés. Puis après ce vote du Sénat, il y aura une commission mixte paritaire entre quelques députés et quelques sénateurs qui devront encore parler de ce texte. Et puis ensuite, la date ultime, ça sera donc le vote final à l'Assemblée nationale, donc prévu d'ici fin juin. Donc c'est dans pas si longtemps que ça. Et comme c'est une procédure en fait accélérée aussi par le gouvernement, une fois que l'Assemblée nationale vote, la loi entre en application, donc est promulguée. Et donc d'ici l'été, il y aura une nouvelle loi qui encadrera les influenceurs donc de manière générale, et notamment les influenceurs crypto.
En attendant, Bitcoin donc à un peu moins de 30 000, 29 405 $ aujourd'hui, l'Ether de son côté à 2074 $. Et puis dans cet univers, dans cet écosystème, il y a un autre enjeu qui monte en puissance et lui vient des banques centrales, puisque les banques centrales sont pas bêtes, les blockchains ça les intéresse aussi, et donc pourquoi pas créer sa devise numérique, son euro numérique par exemple de banque centrale. C'est un enjeu dont on parle depuis très très longtemps, mais on l'a toujours pas vu, l'euro numérique. Yorick, vous suivez de près ces projets de monnaie numérique de banque centrale. Elle semble certes se développer, mais on n'en a pas encore en main. D'ailleurs, on n'en aura jamais en main, puisque l'idée, c'est que ce soit immatériel. Mais c'est du sérieux, les choses avancent au point qu'on peut se dire qu'un jour, effectivement, les monnaies numériques de banque centrale deviendront non seulement une réalité, mais peut-être même la norme. Oui, moi j'ai l'impression que c'est du sérieux. De prime abord, on pourrait croire que ce sont des attrape-nigauds. Mais je pense que c'est plus que des attrape-nigauds. Ce sont aussi des outils qui sont potentiellement totalitaires, parce que les MNBC vont renforcer massivement le pouvoir de la puissance publique sur les individus et sur l'économie. Et il n'y a aucun débat démocratique sur ce sujet, ce qui n'est pas normal dans une démocratie évoluée. Alors justement, dans ce rendez-vous du Club BFM Crypto, on essaie de déplier les choses et d'être les plus pédagogues possibles. Pourquoi est-ce que vous êtes si inquiet sur l'impact qu'auront les monnaies numériques de banque centrale ? Déjà, c'est quoi une monnaie numérique de banque centrale ? De quoi on parle ? Alors, la monnaie numérique de banque centrale, c'est de la monnaie de banque centrale numérique accessible aux particuliers. Il y a une version qui n'est pas pour les particuliers, mais l'aboutissement logique, c'est pour les particuliers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La monnaie banque centrale, elle existe déjà. Et il y en a déjà qui est accessible aux particuliers, mais c'est seulement l'argent liquide. Il y a aussi de la monnaie banque centrale numérique, mais qui n'est pas accessible aux particuliers, qui est accessible seulement aux institutions financières. Et là, pour la première fois, on aurait donc une forme de monnaie qui remplirait ces trois particularités. Monnaie banque centrale, numérique, accessible aux particuliers. Concrètement, ça veut dire que les particuliers pourraient avoir un compte à la banque centrale, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. On enjambe les banques, on en parlera dans un instant. Techniquement, les monnaies numériques de banque centrale, ce sont des crypto-monnaies ? Ça dépend de ce qu'on entend par crypto-monnaie. C'est vrai qu'il y a de la cryptographie dans ces choses-là, et ce sont des objets monétaires. Mais ça n'en fait pas des crypto-monnaies pour autant. Une crypto-monnaie, en général, on estime que c'est quelque chose qui échappe aux banques centrales. Et donc, là, par définition, les MNBC ne seront pas des crypto-monnaies. C'est pas crypto du tout. Où est-ce qu'ils en sont les projets ? Quelle banque centrale est la plus avancée aujourd'hui dans la constitution d'une devise numérique ? Alors, pratiquement toutes les banques centrales y réfléchissent. Il y a des projets partout. Il y a des expérimentations et certains pays sont bien plus avancés que d'autres. La Chine l'expérimente dans quelques grandes villes et la Chine le fait avec des velléités totalitaires évidentes. C'est dans le cadre du crédit social. Et donc, quand on entend chez nos autorités qu'il faut rattraper notre retard sur la Chine, c'est quand même assez déroutant. Elle parle de retard sur la Chine ? Voilà. Bon. L'Inde avance bien, il y a des projets, des réflexions au Japon, en Australie, et il y a un pays qui a beaucoup avancé, c'est le Nigeria. Le Nigeria a essayé d'imposer une MNBC à sa population, ça a été un bid complet, la population n'en a pas voulu l'année dernière, donc les autorités sont passées à la vitesse supérieure en réprimant massivement l'usage du cash, et ça a déclenché des émeutes. Et donc ce cas-là est très intéressant à observer. Effectivement, peut-être à l'avant-garde, à l'avant-poste, aux avant-postes, le Nigeria. Qu'affirment les banques centrales pour justifier, par quels arguments tentent-elles de justifier la volonté de construire des devises numériques de banque centrale ? Alors elles communiquent beaucoup, elles ont un discours très développé, il y a beaucoup de communication. C'est un discours qui se veut bienveillant et rassurant, mais qui en fait n'est pas toujours très compréhensible et n'est pas toujours très convaincant. D'abord, elles nous disent qu'elles veulent moderniser les systèmes de paiement. Donc ça, personne n'est contre. À vrai dire, on n'a pas attendu les banques centrales pour ça, puisque les crypto-monnaies ont littéralement disrupté les systèmes de paiement et permettent des choses qui ne sont pas possibles avec la monnaie traditionnelle. Les banques centrales nous disent aussi qu'elles veulent faciliter la vie des consommateurs. On ne sait pas très bien comment. Il y a aussi des choses un peu difficiles à comprendre. Peut-être avec un peu moins de frais. Quand on passe par une banque commerciale, il y a des frais, etc. Il y aura peut-être moins de frais demain si on a directement son compte à la BCE. Voilà. Alors, elles ne nous expliquent pas vraiment comment elles vont accomplir cette prouesse, mais en tout cas, elles le promettent. Elles nous disent aussi que les MNBC vont servir d'ancrage de stabilité au système monétaire. Donc ça, personne ne comprend ce que ça veut dire. Elles disent aussi que ça va mieux assurer la souveraineté monétaire. C'est le cas en Europe. La Banque Centrale Européenne le dit beaucoup. Difficile de comprendre ce que ça veut dire. Ça limitera l'économie parallèle. C'est ça la souveraineté, Yorick ?
Je sais pas. En tout cas, c'est pas dit comme ça quand on regarde ce que dit la Banque Centrale Européenne. Et puis, alors, elle nous dit aussi des choses qui sont risibles. Elle nous dit l'avantage de la MNBC, c'est qu'elle est garantie par la Banque Centrale, et donc elle va conserver sa valeur. Et la fonction des banques centrales, c'est de conserver la valeur des monnaies. Ce qui, en fait, est risible quand on sait que depuis 20 ans, la politique monétaire est hyper expansionniste et la principale cause de l'inflation des prix et de la dépréciation de la monnaie. Et donc, quand les banques centrales nous disent on va vous garantir votre monnaie par la MNBC, ça veut dire en fait la dépréciation de votre monnaie va être garantie par la banque centrale. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et puis, les banques centrales communiquent aussi sur les avantages par rapport aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs. Et sur le site de la BCE, il y a quelque chose d'hilarant. La BCE nous dit l'inconvénient des cryptoactifs, c'est que parfois il est difficile d'obtenir un remboursement des créances parce qu'il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas d'entité qui en a la responsabilité. Oui. Donc en langage humain, ça veut dire l'inconvénient du Bitcoin, c'est qu'on ne peut pas vous le confisquer. Et l'avantage de la MNBC, c'est qu'on pourra vous la confisquer. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez un risque immense pour l'avenir de nos vies privées si les monnaies numériques de banque centrale apparaissent, mais si elles apparaissent, elles deviendront la norme, c'est aussi ce que vous craignez, et donc plus de vie privée, c'est ce que vous craignez. Et en même temps, on comprend que les États, que les institutions veuillent une transparence totale sur ce qui se passe. C'est vrai que le cash permet parfois de faire des choses au black, de financer des activités parallèles, et que de ce point de vue, pour la souveraineté économique, c'est pas top non plus. Les États en rêvent de la MNBC, même s'ils l'avouent pas aussi explicitement, ils en rêvent. Alors, il y a des questions qui se posent. Alors, les banques centrales nous disent, mais on est conscient des risques, ne vous inquiétez pas. On ne sait pas très bien techniquement comment on va faire, mais tout va bien se passer, on va prendre en compte vos préventions. Mais malgré tout, ces questions se posent, et il y en a au moins 3. Oui. Il y a la vie privée. D'abord, aujourd'hui, la surveillance et l'espionnage de la vie privée des individus par les États, elle existe déjà largement. Simplement, avec les MNBC, elle sera instantanée, massive, sans coût, directe, généralisée. C'est donc un changement complet. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est un aspect politique. Ces monnaies seront programmables. Ça veut dire qu'on pourra vous donner des pénalités ou des incitations ou des dates de péremption en fonction de vos comportements financiers, mais aussi politiques. Donc, dans la plupart des pays du monde, c'est un risque gravissime. Ça, c'est en Chine. Ce que vous nous dites, c'est valable pour la Chine, non ? C'est déjà le cas en Chine, oui. Mais en fait, ça veut dire que c'est une fonctionnalité technique qui sera offerte à tous les gouvernements du monde. Dans les dictatures, c'est évidemment terrifiant, mais même dans nos démocraties à nous, c'est pas très rassurant quand on voit l'évolution de nos démocraties. Et puis, il y a aussi une troisième question, c'est que ces outils permettront une politique monétaire radicalement expansionniste, une politique keynésienne beaucoup plus intense que celle qui a existé depuis 20 ans. Ce qui, potentiellement, peut complètement désorganiser l'économie. Alors, il y a des gens qui sont favorables à ça, mais ceux qui n'y sont pas favorables doivent être attentifs à ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de limite aux taux négatifs, aux injections de liquidités massives qui perturbent complètement le fonctionnement de l'économie. Pourquoi il n'y aura plus de limite ? Aujourd'hui, il y a une limite qui est l'existence du cash physique. Si vous dégradez trop la monnaie numérique, les gens la sortent des comptes et se protègent leur avoir avec le cash physique. Or, tous les États rêvent d'interdire le cash physique. Et je pense que dans 1, 2, 3 générations, l'argent liquide aura disparu. Ce sera une conséquence de la volonté des États. Et à ce moment-là, les gens seront prisonniers, ils n'auront plus d'autre choix que d'utiliser la MNBC. Yorick de Montbine qui nous alerte avec des impacts aussi à venir sur l'avenir de l'industrie bancaire. Ah oui, parce qu'elles servent d'intermédiaires, les banques, à travers les dépôts. Les banques sont inquiètes. Ouais. Elles sont inquiètes et elles font beaucoup de lobbying pour limiter ça. La BCE y répond en disant « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Yorick de Montbine est haut fonctionnaire régulièrement à nos côtés. Merci Yorick d'être passé nous voir. À Pauline Armandet, la newsletter BFM Crypto, à 18h tout à l'heure. Chacun peut s'y abonner. Et BFM Bourse qui continue aussi sur le web. Bien sûr, on va se retrouver dans un instant à la radio et à la télé. Et puis sur le web, nos différents articles disponibles d'ores et déjà